tu vois. Arstop TV, Arstop TV. Ici, Donne la parole. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, vous êtes sur l'émission de Olga sur By Fashion, la radio associative par Alibi Montana et Magic Les Bars. Donc, aujourd'hui, dans mon émission, personne spéciale, Monsieur Sylvain Moraillon, si j'écorche pas le nom. C'est parfait, Olga. D'accord. Donc, aujourd'hui, je reçois quelques personnes spéciales pour moi. Donc, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter un petit peu avant de parler plus en détail, plus en profondeur sur les sujets qu'on va éventuellement aborder? Ça marche. Donc, je suis Sylvain Moraillon, comme tu l'as dit. Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète, écrivain et scénariste. Voilà, j'ai un parcours de vie assez riche et assez atypique. Donc, voilà, ma vie est faite de création essentiellement. Et puis, je me suis pendant longtemps occupé d'associations pour la protection de l'enfance. Et voilà, ça a été une partie importante de ma vie. Mais maintenant, je suis complètement passé à autre chose. Voilà, j'ai repris ma carrière intégralement. Voilà, et je m'occupe de ma famille essentiellement. C'est ce qu'il faut. Donc moi j'ai connu Sylvain par rapport à justement l'association sur ce qui se passe en France, et je pense que c'est quelque chose qui sera toujours en France. Donc aujourd'hui on va pas parler de ça, on va passer au métier réellement de Sylvain. Donc musicien. Donc le disque qui est sorti, que vous pouvez le trouver partout. À mon image. L'album s'appelle À mon image, voilà. 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 Donc le disque qui parle essentiellement, c'est toi qui les écris, qui compose les musiques? J'écris et je compose l'essentiel, mais pas toujours. Je reprends parfois des musiques de compositeurs avec lesquels j'ai travaillé. Quand les compos sont bien, voilà, je les reprends. C'est des chansons qui me donnent envie de les chanter. Voilà. Sinon, j'écris, je compose, je produis, je réalise. Mais je crois qu'il y a plusieurs, il y a 2 ou 3 CD, je crois. Ouais, en fait, j'ai fait 4 albums et plusieurs singles. Voilà. Si ma mémoire elle est bonne. C'est ça. Bravo. Comme ça fait quelques... Bravo, tu suis, bravo. J'essaye avec tout ce que l'association dont tu parles m'a fait apprendre et comprendre. Aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est vrai que c'est, comme tu dis, le monde est ainsi. Et donc là, ces 2 livres que tu as écrits, donc celui-là, je pense que ça fait référence à ce à quoi je t'ai connu. Ouais. Alors, pourtant, c'était ma mère, donc enfin, il est sorti au mois d'avril chez City Edition, et donc c'est un récit autobiographique. Mais je pense que c'est un courage que tu as dû prendre pour pouvoir faire ça. Oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout je sais pas si j'ai eu le courage d'écrire ce livre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu le courage de me sortir de mon enfance, et c'est ce que je voulais raconter aux gens pour les aider un peu quand ils traversent des épreuves difficiles. Voilà, comme j'arrête pas de le dire dans les interviews, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on arrive à en faire. Tout à fait. Et je voulais vraiment parler de résilience, parce que moi, j'en suis vraiment un exemple assez sidérant. Voilà, j'ai eu une enfance partagée en deux parties, très heureux tout petit jusqu'à l'âge de 6 ans, 6 ans et demi, et puis après ma mère a décidé de venir me récupérer alors que j'étais éduqué par ma grand-mère, et puis elle s'est mariée avec un drôle de type, et je suis venu m'installer avec eux en banlieue parisienne, et ils m'ont fait l'enfer pendant des années, jusqu'à ce que je prenne la décision vers 14 ans à peu près de partir, de fuguer en fait. Ouais, voilà, ouais. je me suis sauvé pour sauver ma peau, clairement. Exact, Quoi. exact, Voilà, exact. parce que je commençais à prendre un très très mauvais chemin, et puis enfin, voilà, ce qu'on vivait à la maison, c'était intolérable, quoi. Exact, exact, exact. Donc je raconte tout ça dans ce livre, et puis je raconte surtout la manière dont j'en suis sorti, et les ressources personnelles, intimes, dont je disposais pour pouvoir m'échapper de cet environnement toxique et me reconstruire surtout après, voilà. Exact. Et j'ai d'excellents retours de lecteurs. Je pense que ce livre aide beaucoup de gens. Voilà, il est très positif d'après mes lecteurs. Mais quand j'ai vu la publication du livre, je dis, waouh, Sylvain, franchement, t'as un courage.
En Non, fait, mais franchement, quand j'ai vu l'apparition du livre, je dis bon, ça c'est comme Laetitia, pareil, que j'ai connue à travers l'association, qui a créé aussi, qui a écrit aussi plusieurs livres. Et c'est vrai quand je vois comme on nous a dit aussi, pourquoi vous faites pas un livre sur ce que vous avez vécu. Après, il faut le vouloir, oui, mais quand je vois ça de Laetitia et de Sylvain, chapeau. Il faut le courage. Déjà, il faut une maison d'édition. Il faut une maison d'édition qui puisse vouloir publier un livre avec ces histoires qui sortent complètement de l'ordinaire aujourd'hui. oui. Alors moi, avec ce livre, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai un éditeur formidable. Voilà, City Edition, franchement, ils ont pris le livre tout de suite. Dès qu'ils ont reçu le manuscrit, 2 jours après, ils avaient déjà décidé de le. Ouais, ouais. Et c'est très étonnant parce que je pensais que ce livre intéresserait personne en fait. Et à l'arrivée, c'est mon livre qui fait le plus de tous les livres que j'ai fait. J'en ai fait 11 quand même. C'est celui qui fait le plus de bruit. Parce que je Et pense City Edition, qu'aujourd'hui, c'est la réalité des choses. voilà, ils l'ont sorti tout de suite. Ils ont fait un super boulot. On a eu une excellente promo grâce à mon attaché de presse aussi, Eric. Si tu Ah oui, m'entends, Eric. Eric Poupet, voilà, merci beaucoup pour tout le travail formidable que tu as fait sur ce livre. Et voilà. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce livre, il n'existe pas pour rien. En fait, les choses, elles viennent pas de nulle part. Je me suis pas retrouvé à un moment de ma vie à m'occuper des histoires de placement et des problèmes de protection de l'enfance pour rien. Je pense Exact, que, exact. voilà, étant donné l'enfance que j'ai eue, à un moment, j'ai été rattrapé aussi. J'ai été aussi rattrapé par ça. Et puis, bah, comme je l'ai fait quand j'étais gamin, bah, j'ai essayé d'en faire quelque chose de positif, d'aider à Exact. reconstruire, Mais c'est bien, franchement, c'est bien. un système défaillant. Mais les choses viennent jamais de nulle part. Voilà. Et je me suis retrouvé dans les affaires de placement des autres. Mais j'ai fini par découvrir en travaillant sur parce que j'ai recherché l'identité de mon père biologique que je connaissais pas Ah oui. et, et, et puis j'ai découvert en faisant tout ce travail grâce à une de mes sœurs que euh, ma mère, quand elle était jeune, avait été l'objet d'une mesure de placement décidée par le juge. Alors finalement, elle a jamais été en foyer parce qu'elle a pas la décision n'a jamais été appliquée Ouais. parce que son père ne voulait pas en fait. Ah ben, heureusement. Mais voilà, encore une fois, les choses elles viennent pas de nulle part. Voilà. Donc je me suis occupé des placements, euh, ce qu'on a appelé les placements abusifs. Voilà, et j'ai découvert après, ultérieurement, une fois que j'avais tout arrêté, que ma mère elle-même avait été l'objet d'une mesure de placement décidée par le tribunal pour enfants. Voilà, qui avait été saisie à la demande d'ailleurs de mon grand-père. Voilà. Oh. Donc les choses ne viennent jamais de nulle part. Voilà. Ah ouais. D'accord. Waouh. Donc ça, je pense que c'est aujourd'hui, ce sera, et je pense que ce sera toujours un sujet d'actualité du monde d'aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Mais je pense que la France, elle est, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup en parler, mais quand on voit les demandes d'enlèvement et des choses comme ça, on se pose tout de suite la question, des fois. Ouais, mais je reçois beaucoup de témoignages avec la parution de ce livre, des lecteurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont traversé des enfances difficiles. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi, l'histoire que je raconte, elle est à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, où on place les enfants très facilement, parfois trop. Euh, Moi, Comme quand j'étais moi. môme, je voulais être placé. Et personne ne m'écoutait, personne ne voulait m'entendre, parce que le credo de l'époque, c'était vraiment de laisser l'enfant dans son foyer avec ses parents, même si les parents étaient toxiques. Ils voulaient à tout prix maintenir le lien familial. Voilà. Donc et aujourd'hui, on est passé à un système complètement opposé. Bon, voilà, c'est la société qui change. Mais moi, ce qui m'importait à travers ce livre, c'était vraiment de raconter comment moi j'étais sorti de tout ça. Et puis comment en traversant cet enfer-là, quand j'ai eu 18-20 ans, j'ai complètement changé d'univers. Donc puisque j'ai été lancé par Michel Fugain quand je suis arrivé à Paris, j'avais une vingtaine d'années. D'accord. Michel m'a donné ma chance et ça a changé mon destin en fait. Exact, Ça exact. a changé mon destin. Je suis passé d'un HLM de banlieue pourri avec un environnement complètement toxique et des parents vraiment, enfin ma mère et mon beau-père qui étaient complètement à la ramasse,
et maltraitant. Et je suis passé de ça en quelques années, voilà, au show business. Et c'est au milieu de la chanson française de l'époque. Donc Ça basculait tout un... voilà. Et je me suis retrouvé avec des mentors comme Étienne Rodagil, quand même, Thierry Séchant, qui était le frère de Renaud, qui me recevait toutes les semaines le vendredi soir, qui me donnait des conseils pour avancer dans ma carrière, qui avait la gentillesse de lire mes textes, etc. Exact, Donc, exact. et tout ça en quelques années, quoi. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'étais à deux doigts de me retrouver en prison parce que je commençais à faire des bêtises Waouh. dans la cité où on vivait, parce qu'on avait un peu que ça à faire aussi, quoi. Sonner le Et signal d'alerte aussi en même et temps. puis voilà. Et puis 5 ans après, à 20 ans, je déjeunais à la closerie des Lilas avec Rodagil, Séchant, Bucolo. Enfin voilà, j'avais complètement changé d'univers. T'as voulu changer ce qui est normal. Comme aujourd'hui, des fois, on voit des personnes, comme je disais, les fugues ou des fois, ah ben, il va devoir, comme on disait, à partir de 18 ans, il n'y a pas de bac à rien. Au revoir. T'as 18 ans, tu sais plus rien. C'est ça, bon, voilà. Enfin, tout ça montre que c'est possible. C'est la question du choix qui se pose. C'est Exactement. quelle vie on veut avoir, et, euh, et la question du choix, la qualité du choix qu'on fait, impacte directement la qualité de la vie qu'on va avoir. Après tout, j'aurais pu rester dans ma cité, à faire des bêtises de plus en plus importantes. Et puis bon, bah Exact, voilà, exact. ça aurait mal fini, c'est sûr, hein, c'est Et- sûr. Moi, je voulais m'en sortir. Voilà, Exact. je voulais m'en sortir, et je voulais. Maintenant que j'ai 53 ans, donc ce livre a du sens. Encore jeune. Ce livre a du sens par Exact. rapport à mon Mais parcours, franchement, un courage pour par rapport à raconter. mon parcours. Donc Exact. voilà. Et t'as toujours écrit, en dehors de de celui-là en spécial, t'as toujours écrit des livres depuis jeune. Alors, j'ai toujours écrit des chansons. En fait, j'ai Voilà. commencé par les chansons. Après, j'ai écrit pour la télévision, pour des émissions humoristiques, parce que je pense que l'humour, c'est très très Exact. important. Donc, j'ai fait Un gars, une fille et Caméra Café notamment. Et puis les livres, donc j'écris des livres depuis 2009. Et donc j'en suis à 11. Et bon, je compte pas, hein, je fais pas un livre pour en avoir un de plus. En fait, j'écris un livre quand j'ai un propos Oui, à tout à fait. tenir, quand j'ai une vraie histoire à raconter, ou quand j'ai quelque chose à dire sur la place publique. Euh, donc non, les livres, c'est venu plus tardivement. J'ai toujours voulu en écrire, mais je trouvais ça tellement difficile que j'étais pas sûr d'y arriver un jour. D'accord. Et puis j'ai découvert un écrivain américain qui s'appelle Henry Miller, et qui a tout déverrouillé chez moi. Parce que Miller écrit je crois que c'est dans La Crucifixion en rose, euh, il écrit que pendant des années, il a été un véritable écrivain justement parce qu'il écrivait rien. Et en fait, il n'arrivait pas à écrire jusqu'au jour où il a compris que le seul moyen d'écrire, c'était d'écrire comme on pense. D'accord. Voilà, faut écrire comme on pense, comme on parle. En fait, il faut pas chercher. Être pur, être sincère. Fugain, il dirait, faut pas faire de la poétaillerie, quoi. Mais il faut pas chercher à faire des effets de style, voilà, des choses très compliquées, surfaites. Il faut écrire vraiment avec son âme et avec son cœur, et laisser le discours intérieur s'exprimer sur le papier. Tout à fait. Et moi, ça m'a complètement débloqué, quoi. C'est grâce à la lecture d'Henri Miller que j'ai pu moi-même écrire les livres que j'avais à écrire. Voilà. Bravo alors. Et celui-là, c'est le pervers narcissique. Ça, je crois que aujourd'hui, dans notre nouveau monde, et c'est ce qui m'a ouvert les yeux à moi aussi, à force d'étudier les cas et les personnes qu'il y a dans notre entourage et tout ça, c'est mince. Et après, tu vas chercher sur Internet, c'est quoi? On voit la signification, c'est quoi? Ah ben aujourd'hui, dans nous. Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui emploient le terme de pervers narcissique un peu à tort et à travers, sans vraiment connaître La signification. ce que ça veut dire, et quel est ce profil. C'est vraiment un profil spécifique, hein. Et je dis bien un profil parce que c'est un profil psychologique. C'est pas une maladie, on peut pas le soigner. C'est pas une pathologie, on peut rien faire. Le pervers narcissique, il est hors du champ humain. Il ressent aucune émotion, il simule les émotions, mais il en ressent absolument aucune, et donc il a absolument aucune empathie pour personne, hein. C'est un profil qui est quand même très très proche du sociopathe. En fait, beaucoup de sociopathes sont des pervers narcissiques. Mais je suis très très heureux d'avoir fait ce livre, parce que là encore, c'est un livre qui aide les gens. Il y a des outils dedans pour apprendre à repérer le profil, pour déjouer les manipulations quand on en a un dans son entourage. Exact. Et donc je raconte que des histoires vraies en plus, donc c'est très très évocateur. Il y a des histoires dans le milieu
professionnel, dans le milieu personnel et familial ou amoureux. Il y a vraiment tous les cas de figure. Et il y a l'histoire de 5 hommes et de 5 femmes. Et ça, c'est pour montrer qu'en fait, on est tous égaux Exact, tout à fait. face aux écueils. Il y a pas de sexisme, il n'y a pas de Il n'y a pas de différence. différence. Voilà. On peut être la cible d'un pervers narcissique homme ou d'une perverse narcissique femme. Ouais, Voilà. tout à fait. Et je remercie mon éditrice Valérie Tellier de VT Éditions. Ah, donc c'est deux éditeurs différents. Oui, c'est deux éditeurs différents là. Et donc là, celui-là, il a été signé chez VT Éditions. Valérie, elle a tout de suite voulu prendre ce livre et c'est une bible en fait. Tout le monde devrait l'avoir parce qu'on est vraiment dans une société qui Il y a que ça. on a l'impression que c'est une société qui les produit un peu à la chaîne. Alors je pense que c'est sans doute parce qu'on vit une époque un peu difficile, un peu compliquée. Mais en réalité, on n'a pas d'explication sur l'origine Je crois que c'est le monde qui les rend comme ça, qui fabrique les humains comme ça. du pervers narcissique. On ne sait pas pourquoi ces gens-là, enfin moi j'appelle pas ça des gens, mais des créatures. Non, mais il peut aller jusqu'au meurtre. Hein. Tout à fait. Il faut bien comprendre que le seul objectif du pervers narcissique, c'est la destruction de sa cible, hein, quel que soit le moyen. Hein. Exact. Et il lâche jamais prise. Hein. Quasiment jamais prise, donc il peut revenir à la charge des années après. Donc il faut apprendre à le repérer, il faut apprendre à s'en préserver, et puis surtout, si vous en avez un dans votre entourage, là je m'adresse aux gens qui nous regardent, tout à fait. Si vous en avez un dans votre entourage, la seule solution, c'est de couper absolument tout contact, quoi. Il faut fuir. N'essayez surtout pas de discuter, de le raisonner, de croire qu'il éprouve des sentiments ou des émotions, ou qu'à un moment ou à un autre, il va faire preuve d'empathie ou de compassion. Hein. Non, la seule chose qu'il a en tête, lui, c'est comment il va vous faire souffrir et comment il va vous détruire. Hein. Donc voilà. Et ce livre, il vous apprend à déceler les signes qui vous permettent d'établir que c'est un profil de pervers narcissique. Exact. Ils vous permettent, parce qu'il y a des mises en situation réelles, donc puisque les histoires sont vraies, et c'est aussi un livre qui donne des clés pour déjouer vraiment au quotidien, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle ou familiale, de déjouer les manipulations qu'ils mettent en œuvre. Alors c'est très drôle, hein, le livre. Mais par contre, c'est comme tu dis, la personne peut ne pas être comme ça, mais après, avec les fréquentations, on peut le devenir un aussi. Alors je sais pas si on peut le devenir. Je pense que, en revanche, ce qu'on a pu constater, c'est que parfois des gens qui ne sont pas des pervers narcissiques peuvent adopter des comportements pervers. Oui, voilà. Voilà, soit parce qu'ils sont mais dans sans des se rendre compte, peut-être parfois éventuellement. Ils s'en rendent pas compte, et donc ça peut créer de la confusion. C'est peut-être aussi pour ça que les gens utilisent à tort et à travers le mot, mais ou l'expression, mais voilà. Mais ce que je veux dire, Olga, c'est quand même que ce livre que je présente de manière extrêmement sérieuse est quand même très drôle parce que j'y ai mis beaucoup d'humour. Les histoires sont racontées. J'ai un personnage en fait qui s'appelle Piaffeur, qui est un oiseau moqueur, et c'est lui le narrateur en fait. Donc les histoires sont racontées du point de vue d'un oiseau très très sarcastique et qui symbolise la petite voix intérieure qu'on a tous et qu'on ferait mieux de faire taire au lieu de l'écouter quelquefois, ce qu'on appelle en psychologie des saboteurs. Voilà. Et donc c'est une collection thématique qui va être maintenant chez VT Éditions. Il y en a deux autres là qui vont sortir qu'on a signé, qui sont Comment foutre sa vie en l'air en Nilsson et Comment rater sa vie de couple en Nilsson. Et le principe est le même, 10 histoires vraies à chaque fois, 5 hommes, 5 femmes, racontées par l'oiseau moqueur, des situations réelles et le discours intérieur de l'oiseau qui se moque sans arrêt, en fait fait ressortir toutes les erreurs qu'on peut commettre. Donc ces livres sont à la fois pour faire rire, à la fois pour créer des déclics exact, tout à psychologiques, pour aider à se libérer de ces saboteurs, justement. Exact. Waouh. Un vaste sujet. Donc ça, c'est le CD que Sylvain, est-ce que tu peux nous faire quelque chose avec la guitare? Je vais chercher ma guitare alors. Si c'est possible. Avec plaisir. Voilà.
dans quelques instants, le temps que Sylvien prépare son matériel pour vous faire a cappella. Non, il n'y a pas de souci. Comme c'est le matériel qu'il faut préparer, donc. C'est une guitare électrique, non? D'accord. Oui, parce que les électriques, on les branche sur les... Je suis un peu dans la tradition des ce qu'on appelle aux États-Unis les songwriters. Oh, Là, obligé pendant le trajet. ah, oh. Alors, je vais te faire une chanson, je sais pas si on va bien m'entendre, je vais faire une chanson qui s'appelle De l'espoir, parce qu'on manque un peu d'espoir dans le monde d'aujourd'hui, donc voilà. N'ai jamais perdu, je n'ai jamais gagné, à force d'y avoir cru, le grand jour est venu, comme un défi au monde, un rêve d'égalité, de la colère qui gronde, devient fraternité, de l'espoir, un souffle d'ambition, pour changer d'horizon, de l'espoir, tendre la main aux hommes, à nos sœurs, à nos frères, que le Capharnaüm se transforme en lumière. L'attente attendue, le temps de la justice, regarde un peu la rue, tous ces gens qui s'unissent, libres d'être et d'aimer, militants de la vie, demain réinventé, qui triomphe aujourd'hui, de l'espoir, un souffle d'ambition, pour changer l'horizon, de l'espoir, tendre la main aux hommes, à nos sœurs, à nos frères, que le Capharnaüm se transforme en lumière. Ensemble écrire l'histoire aux enfants de la terre, prendre un nouveau départ, puisqu'il faut tout refaire, de l'espoir, un souffle d'ambition pour changer l'horizon, de l'espoir, tendre la main aux hommes, à nos sœurs, à nos frères, que le Capharnaüm se transforme en lumière, de l'espoir. Merci Sylvain. Non, mais elle est... Et avec la musique, je crois que tu es attaché de presse ou tu es attaché de presse de Philippe Nicolic, je crois. Alors oui, j'étais très proche de Philippe. En fait, je m'occupais de lui quand il est décédé, et j'étais son directeur artistique en fait. Voilà, D'accord. donc je lui ai écrit les chansons et surtout je m'occupais de lui pour relancer sa carrière en solo, ce qui était son projet. Voilà, donc ça a été très très douloureux Waouh. pour moi parce que on s'aimait vraiment vraiment fort et puis on a rêvé très très fort ensemble quoi. Et j'avais écrit Qui prendra ta place pour raconter son histoire d'amour avec Valérie, D'accord. sa compagne, et puis l'Angela qui est une chanson qui parle de sa fille Sacha. Oui, oui. Et
Et voilà, et on vient de ressortir en accord. Je vais retirer mes lunettes, pardon. Et on vient de ressortir l'album de Philippe qui s'appelle du coup l'Angela, Oui, oui. avec sa famille, avec Valérie, sa compagne et Sacha, donc sa fille et D'accord. Tanel qui est sa fille de cœur, voilà. Donc oui, c'était très douloureux la perte de Philippe, ouais. Je pensais parce qu'entre les groupes et ah, c'est un talent que j'ignorais quand j'ai découvert ça. Je dis tiens. Bah, j'ai fait de la production aussi, voilà. J'avais créé une boîte de prod quand j'étais parti à Nantes. C'était une boîte de prod et une école de musique aussi, donc on fait de la prod audiovisuelle et puis de la production discographique. J'avais produit un artiste qui s'appelle Ton Andréis. Et puis comme j'avais précédemment produit l'album de la comédienne Fiona Gélin, D'accord. Oui, voilà, exact. qui est un album magnifique qui s'appelle Passeport. Voilà, Fiona, si tu me vois, gros bisous. Bon, bisous. Oh, des talents t'as cachés. Ouais, c'est un peu ma grande sœur, Fiona, donc on se connaît très très bien. Exact, Quoi. exact. Et on a fait, enfin, on a fait avec qui je révèle, on avait fait un album absolument magnifique. Il y a des perles dessus à redécouvrir, quoi. Voilà. Et donc après, j'ai créé ma boîte de prod directement à Nantes. Et puis voilà, je voulais m'occuper de l'artiste. Alors ça aussi, j'ai un peu arrêté maintenant parce que c'est devenu vraiment Raté, c'est non, devenu... c'est jamais trop raté. On peut toujours. Non, c'est pas. J'ai pas dit que c'était raté. J'ai dit c'est devenu difficile aujourd'hui. Voilà. Mais finalement, je suis en train de recommencer parce que là, je suis en train de m'occuper de plusieurs artistes pour lesquels j'écris, mais je sais que je ne vais pas devoir faire qu'écrire, donc. D'accord. Ok. Voilà, mais je veux rien dire pour l'instant. Je réserve la Y a surprise. pas de souci. Je vais étonner beaucoup de gens parce que je travaille sur un projet rap quand même. Oh. Voilà. Sylvain dans le rap. Après, il y a un début à tout, comme on dit. Mais je pense qu'on peut mettre du talent dans tous les genres. Hein. Moi, il y a des artistes de rap que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas mon cœur culturel, mon centre névralgique, mais il y a des choses formidables dans le rap. Il y en a qui le sont beaucoup moins, mais ça vaut pour la chanson française, ça vaut pour le rock, ça vaut ça vaut pour tous les genres. Donc moi, je pense que j'avais écrit ça dans un une autre biographie que l'Harmattan m'avait demandé d'écrire sur ma carrière justement, qui s'appelle Je voulais juste écrire des chansons. Et dedans, j'explique que je suis pas raciste en musique. Hein. Enfin, quand on fait de la musique, on devrait être comme dans la vie, quoi, sans préjugés, sans racisme. Il faut être prêt à rencontrer tous les types de gens, écouter tous les styles de musique. Moi, j'aime autant le jazz que le classique, que la pop. Si c'est bien fait, s'il y a du talent derrière, s'il y a une recherche esthétique et puis s'il y a du sens aussi. Moi, j'aime bien qu'on donne du sens à quelque chose aux œuvres. Voilà, je pense que si on prend un micro pour chanter et qu'on n'a rien à dire, il vaut mieux pas en fait. C'est clair, c'est clair. Mais on peut le transposer même au cinéma. Si on fait un film alors qu'on n'a rien à dire, qu'il n'y a pas de propos dans le film, pourquoi on va dépenser 2, 5, 10, 20 millions d'euros pour faire un film qui dit rien en fait? Bah, c'est pareil pour un livre ou pour une chanson. Comme je te disais tout à l'heure, Olga, quand j'écris un livre, c'est parce que j'ai un propos à tenir. Tout à fait, tout à fait. Donc, je peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans sans écrire un livre, peut-être. Hein, peut-être que ça m'arrivera. Je crois pas. Jusqu'à présent, il me semble que non. Bon, bah non, parce que là, j'ai déjà le prochain. J'en ai déjà 3 à écrire qui sont. Waouh. Parce que le prochain sera la suite de. Ouais. Enfin, en fait, ça sera pas la suite, ça sera l'histoire antérieure, parce que je vais raconter l'histoire de mon grand-père, Aristakès. D'accord. Je sais peut-être pas, mais je suis d'origine arménienne en fait. Ah non, je suis ignoré. Voilà. Par contre, non. Mon nom de naissance que j'ai repris à l'état civil, d'ailleurs, c'est Karnikian. Oui, voilà. D'où la question que je me posais. Bon, c'est peut-être dû à autre chose. Donc, je garde Sylvain Morayon pour ma carrière artistique, mais à l'état civil, maintenant, c'est Sylvain Karnikian Morayon. D'accord. Parce que la loi le permet, donc j'ai repris le nom de mon grand-père, qui s'appelait Aristakès Karnikian. Ok. Et je vais raconter son histoire dans mon prochain livre, parce que l'histoire de mon grand-père, que tout le monde appelait Aris dans la famille, elle est extraordinaire. C'est-à-dire mes arrière-grands-parents arméniens ont été assassinés en 1915, au moment du génocide. Oh, d'accord. Mon grand-père a survécu. Oui. Voilà. Il a traversé la Syrie, le Liban. Il s'est retrouvé en Grèce à l'orphelinat, dans l'ancien château de Sicile impératrice, qui faisait à l'époque office d'orphelinat. Et puis il a réussi à arriver en France par Marseille, comme c'était le cas de tous les Arméniens à l'époque. Et puis il est resté
2 ans dans Lyon avant de monter à Paris, où il a réussi à s'établir comme tailleur. Faut savoir parce que les Arméniens apprenaient le métier de tailleur dans les orphelinats après le D'accord. génocide, notamment le métier de tailleur. Et donc mon grand-père était devenu tailleur. Et il s'est installé à Paris et quand il y a eu la guerre d'Espagne, il s'est engagé dans les brigades internationales. Voilà, pour aller combattre les fascistes. Dans la guerre. Ouais. Ouais. Il s'est engagé pour aller combattre les fascistes, les nationalistes en fait, qui pour lui représentaient les mêmes que les Turcs qui avaient assassiné le peuple arménien. Et il survit aux brigades internationales, il revient, il se réinstalle à Paris, et en 39, quand la guerre éclate, il va s'engager comme engagé volontaire dans l'armée française pour aller cette fois-là combattre les nazis, quoi. Oh, Donc c'est un héros en fait, d'accord. et c'est un héros méconnu, quoi. Et donc je vais, parce que je lui dois beaucoup, parce que Oui, c'est lui qui ouais. m'a servi de figure paternelle quand j'étais gamin. Tout à fait. Mais c'est un héros méconnu, il s'est échappé quand même des camps allemands. Wow. Et donc je tiens à raconter sa vie et à lui rendre hommage. Ça fait encore partie de l'histoire de France. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, il y aura un lien direct. D'accord. Puisque c'est le père de ma mère, c'est mon Exact. grand-père Ouais, exact. maternel. Donc voilà. Donc quand les 2 livres existeront, il y aura une D'accord. continuité. Voilà, il y a une logique. En fait, je fais un peu comme Henry Miller. Je finis par raconter ma propre vie dans mes livres. Mais Non, mais franchement, mais il faut vraiment, pour étaler comme ça, ouais. Oui, Il faut du courage. Pour moi, c'est du courage parce que dans une vie publique non, c'est du courage. il y a un côté impudique, mais finalement c'est le cas, quel que soit le type d'œuvre qu'on fait. Enfin, prendre un micro, aller se montrer à la télé pour faire une émission de télé, c'est très impudique. Monter sur une scène avec une guitare ou se mettre devant un piano pour jouer de la musique ou chanter, c'est très très impudique. Mais ça encore une fois, ça a du sens si on a quelque Ouais, chose, tout à fait, si on tout a à quelque fait. chose à dire. Je pense que les histoires que je raconte, à chaque fois il y a un propos, il y a un sens, ça peut servir d'exemple aussi. Tout à fait. Voilà, il y a des gens qui ont vécu tout ça quand même. Exact. Et donc, faut se rappeler d'où on vient, c'est important. Et puis il faut aussi que nos histoires permettent aux plus jeunes, à ceux qui arrivent, ou à ceux qui en ont besoin, même s'ils sont plus âgés, de mettre leur propre vie et leur propre parcours en perspective. C'est aussi pour ça que je fais des livres. C'est pas seulement pour laisser ou offrir un témoignage. C'est pour apporter quelque chose qui va aider les gens dans leur vie à changer. Moi, je reçois pas de plus beau compliment que quand on me dit je suis plus le même après avoir lu ton livre. Voilà. Et moi, je suis plus la même après vécu ce combat. Je suis plus la même non plus. C'est pour ça que la pervers narcissique aussi, ça ouvre les yeux, oui. Ouais. Mais toi, bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis. On se connaît. Et grâce que. On se connaît depuis longtemps. Tu sais que tu es la seule personne avec laquelle j'ai gardé un contact, quand même. Hein. Bon, merci beaucoup. Alors, je ne savais pas. Voilà. Mais c'est parce que je trouve que tu as fait toi-même preuve d'une grande résilience et je suis admiratif du fait que tu aies créé ton entreprise, ton activité commerciale, etc., sachant ce que tu as traversé. Et de chaque fois que je vois tes publications sur les réseaux aujourd'hui, je suis fier de toi et je me dis si au moins on t'a aidé toi, on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Oui, vous m'avez aidé, oui. Voilà. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Et ce sera toujours comme ça. Désolée d'être sensible, mais je suis comme ça, désolée. Non, mais c'est un sujet auquel je ne connaissais pas. Je me suis mis dedans toute seule parce que l'État veut faire les trucs, mais sans expliquer ça. Or moi, c'est pas pour ça que j'avais comme ça une manif. J'ai suis tombée sur cette personne. Allez voir Sylvain. Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Nous non plus. Et c'est grâce à vous que j'ai réussi à m'en sortir quand on m'a dit « Olga, tu rentres en guerre ». Alors là, c'est la guerre. J'ai tout arrêté, j'ai arrêté les produits, je rentre en guerre, je suis rentré en guerre. J'en ai un dossier comme ça. Mais c'était que ça. Et rien d'autre. Voilà, mais là aujourd'hui, t'es passé à autre chose comme moi d'ailleurs. J'ai eu du mal, mais je suis passé à autre chose. Pour ça qu'on me dit, Olga, pourquoi t'as repris? Et en fait, j'ai repris parce que j'ai des gros problèmes. Il fallait que je me sois à 100% dedans. Et c'est ce que j'ai fait.
Et j'étais toute seule. Mais pas, mon père est venu plus tard, hein. C'est après que j'ai su qu'il n'avait pas le droit. Mais il est venu plus tard. Mais personne n'est au courant de ce que je vivais. Personne. Même dans mon travail, personne. Mon père et ma mère l'ont découvert que à la fin. Quand j'ai besoin d'un avocat, c'est qu'à la fin que j'ai demandé. Et justement, suite à certaines relations qu'on m'a donné contact, que j'ai réussi ou entrer en CD. Mais c'est vrai que je suis entrée dans le truc, je ne connaissais pas, et c'est grâce à vous que je peux revivre un peu. Et ben voilà, c'est bien. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, je serai jamais assez reconnaissante pour ce que vous avez fait. Du moins pour moi. Je sais qu'après certains cas, c'est pas possible, c'est perdu d'avance. Moi, mais moi, tu sais, j'ai appris, j'ai tiré une leçon de tout ça. C'est que on ne peut aider que les gens qui veulent être aidés. Et c'est pour ça que j'écris les chroniques de Piaffeur, avec celui sur le pervers narcissique et comment foutre sa vie en l'air et tout ça. Il y a des gens, on leur dit, il faut aller là pour t'en sortir. Eh ben, ils vont aller là, en fait. Et vous pouvez leur répéter tous les jours, allez là, ils vont aller là. je l'ai vécu, Il faut aller tout droit, non, ils vont, voilà. Donc ça sert à rien. Donc on fait toujours des mécontents, mais les mécontents sont les gens qui ne nous écoutent pas, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, les gens qui nous écoutent avancent, s'en sortent, voilà. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie, en fait. Et dans le travail, c'est la même chose. Ceux qui veulent progresser sont ceux qui sont à l'écoute des gens qui sont de bons conseils, qui ont de l'expérience. Et voilà, aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde est chanteur, tout le monde est photographe, tout le monde est présentateur de télé, tout le monde est chef d'entreprise. Les réseaux sociaux ont fait exploser le sentiment égotique et le narcissisme, l'hyper-narcissisme de la société actuelle, où on passe son temps à se prendre tout seul en photo pour se montrer aux autres. Ça a gonflé les égos, ce qui fait que les gens ne s'écoutent plus les uns les autres, les gens ne se parlent plus. Ça, on le voit dans la vie quotidienne, on le voit. C'est clair. Ça devient très très difficile de parler avec les gens, d'échanger avec les gens. Et il y a un moment où il va falloir remédier à ça, éteindre les réseaux sociaux, parce que on est en train de détruire tout lien social. C'est clair. Et du coup, on peut plus faire socle. Et en plus, les réseaux sociaux dispatchent la conscience collective, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un téléphone, aller sur TikTok ou sur Instagram, se mettre à raconter n'importe quoi, il va rameuter une petite partie des gens, et puis des milliers de gens vont faire la même chose, donc on va se retrouver avec des dizaines de milliers, enfin c'est ce qui se passe, on a des dizaines de milliers de groupuscules qui ont des pensées complètement divergentes les uns des autres, il n'y a plus rien pour faire socle commun. Ça devient terrible. C'est clair. Et on peut pas gérer une société qui est aussi explosée de l'intérieur, aussi morcelée, quoi. En fait, le monde d'aujourd'hui, parce que c'est pas qu'en France, hein, mais le monde d'aujourd'hui, avec le triomphe des réseaux sociaux, c'est devenu un nid d'abeilles. Ah, tout à fait. Ah non, mais c'est. Donc, faut lire des livres, en fait. Au lieu de lire sur les trucs, il faut lire les livres. Voilà. Non, mais ça aussi, c'est un truc qu'on a démontré. C'est le fait de ne pas lire de livres, ça a un impact négatif sur le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un muscle. Si on l'entretient pas, il s'atrophie. D'accord. Voilà. Et la lecture permet de continuer à développer de nouvelles connexions. Et sinon, il s'atrophie, donc la pensée se rétrécit, le langage se rétrécit, donc la pensée se rétrécit. Et on a même découvert que le fait de ne pas écrire de manière manuscrite, le simple fait d'écrire à partir d'un clavier et non grâce à par un stylo, ça a le même effet en fait. Oh, d'accord. Ça a un effet négatif sur le cerveau. Donc même si la vie moderne nous oblige à utiliser nos claviers effectivement pour rédiger des documents, même écrire des livres, etc. Il faut quand même garder l'habitude d'écrire à la main. Voilà, je pense que c'est ce qui va revenir à la fin. Sinon, on atrophie des parties de notre cerveau. Voilà, alors tout ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler en fait. Les gens doivent savoir que c'est important de lire des livres, c'est important d'écrire à la main, c'est important c'est important de cultiver son jardin et de faire travailler son cerveau, quoi. Mais je pense que c'est ce qui va revenir parce que les gens, Internet, il y a la fausse information aussi, donc au lieu de croire que c'est une bonne, non, c'est une fausse. Donc même moi,
Avant, j'étais beaucoup. Maintenant, minimum possible. Minimum possible, parce que c'est pas possible. Bah non, que ça leur plaise ou pas, la Terre n'est pas plate, donc voilà. Ouais, exactement. Mais non, mais avec ma femme Yasmina, on a vécu une expérience absolument incroyable. On va à la salle de sport quand même parce que faut s'entretenir un peu quand on est dans notre tranche d'âge, mais et puis on aime bien faire du yoga nous, Oui. donc on avait un prof de yoga qu'on trouvait très très sympa quoi. Et donc genre une fois par semaine, voilà. Et puis un jour on discute un peu avec lui et là il commence à nous expliquer que la Terre est plate quoi. Oui, exact, exact. Et bah du coup on a arrêté le yoga quoi. C'est pas possible quoi. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux après quand tu nous racontes un truc si tu nous as dit que la Terre était plate, mais non quoi. Elle est ronde, la Non. planète. Donc On tourne dans le système solaire. voilà, et moi je me souviens ce qu'on m'apprenait à l'école. Moi j'ai eu la chance, hein, j'en parle. Bon, pourtant c'était ma mère, mais j'ai eu des enseignants de grande qualité. Et vraiment, ce qu'ils nous apprenaient, plus que le savoir lui-même, ce qu'ils nous apprenaient, c'était à développer notre esprit critique. Voilà, et c'est ce qui manque un peu dans le monde d'aujourd'hui, où n'importe quel crétin peut prendre l'antenne, raconter n'importe quoi, exact. Et se ramener des adeptes en fait sur un fondement complètement fallacieux, hystérique, démentiel quoi. Donc, exact. Ah non, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. À 80%. 80%. Déjà. Donc alors, Monsieur Sylvain, donc le CD, on peut le trouver où? Alors le CD, on peut le commander en fait. Hein. On peut commander, Fnac. On peut le commander à la Fnac, enfin surtout chez tous les distributeurs habituels. Hein. Voilà. D'accord. Fnac, Amazon, le Espace Leclerc, etc. Partout en fait. Il est super, franchement. J'ai écouté des chansons c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre un homme chanter, une voix grave. Et Johnny Cash alors. Non, mais c'est vrai que. Et Reggiani. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas commode, non. Mais c'est Sylvain et il faut aller chercher son CD qui est super. Alors, le livre, on peut le trouver aussi pareil. Le livre, on peut le commander dans toutes les librairies ou à la Fnac ou sur Amazon ou directement sur le site de l'éditeur. D'accord. Voilà, sur le site de VT Édition. Ok, et celui-là pareil. Voilà. Et celui-là, on le trouve partout, même en rayon. Donc, voilà. Mais franchement, quand j'ai vu celui-là, je dis non, Sylvain n'a pas fait ça, mais si. Bah si. Mais franchement, un grand bravo. Parce que. Merci. Il faut le faire. Il faut avoir le courage, il faut le faire. C'est comme Laetitia qu'elle a fait aussi d'autres livres aussi pareil. Moi, on m'a demandé de faire ça, mais non. Je dis pas non, mais pour l'instant, je suis non. Il faut avoir envie d'écrire un livre. On n'écrit pas un livre comme ça parce que. Ouais, c'est clair. Voilà, faut avoir envie de le faire. Déjà entre vous, entre Laetitia et tout ça, donc il y a de quoi, il y a déjà matière. Les gens là-dessus, ils comprennent déjà le sujet qui malheureusement en France, je pense, qui est toujours là, mais peut-être de différentes manières, mais. Donc aujourd'hui, mon invité Sylvain, donc je vous dis à la semaine prochaine et merci Sylvain d'être venu. Merci pour ça ton fait accueil, des années. Et donc on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle émission, même lieu, même endroit. Au revoir tout le monde. Au revoir.